Dans la crise ukrainienne qui occupe la une depuis plusieurs semaines maintenant, sans interruption, les médias français ont-ils un parti pris pro-ukrainien et anti-russe? C'est la question que certains ont posée une fois de plus après le dramatique incendie d'Odessa, où on a pu avoir l'impression que certains médias français avaient du mal, dans un premier temps, à dire clairement que les victimes de l'incendie étaient des pro-russes. Plus largement, dans quelles conditions est aujourd'hui produite l'information sur l'Ukraine? Question à nos trois invités d'aujourd'hui. Piotr Smolar, vous êtes journaliste au Monde et dans les dernières semaines, vous avez séjourné à plusieurs reprises à Kiev et dans l'est de l'Ukraine. Vous avez publié de nombreux reportages. Véronica Dorman, vous êtes en liaison avec nous depuis Moscou. Vous êtes correspondante de Libération et vous êtes notamment en première ligne pour pouvoir apprécier la propagande russe sur l'Ukraine et vous nous raconterez comment elle fonctionne. Enfin, avec nous, Olivier Berruyer, qui tient le site lescrises.fr. Vous êtes venu à plusieurs reprises dans cette émission pour nous parler d'économie. Votre passion pour l'Ukraine est plus récente et vous nous raconterez dans quelles circonstances elle est née. Mais pour savoir de quoi on parle, on va d'abord revenir avec vous sur ce dramatique incendie d'Odessa et sur la manière dont il en a été rendu compte dans les médias français. Voilà, alors dans la journée du vendredi 2 mai, la ville a été le théâtre de violences. Un défilé de partisans pro-Kiev, en grande partie des supporters des clubs de football d'Odessa et de Kharkiv, ont été attaqués par plusieurs centaines de militants pro-russes. Donc ça, c'était dans la journée. Et dans la soirée, les pro-russes se sont barricadés dans la maison des syndicats qui a pris feu, et ce alors que le bâtiment était assiégé par des pro-ukrainiens. Et au total, c'est une quarantaine de pro-russes qui sont morts dans l'incendie. Alors, Olivier Berruyer, vous reprochez aux médias de n'avoir pas précisé ou d'avoir peu insisté sur le fait que ces victimes étaient des pro-russes. Alors, le soir même, effectivement, au journal de Soir 3, on ne le précise pas, mais il faut dire aussi qu'à ce moment-là, les dépêches AFP sur le sujet ne le précisent pas non plus. On écoute ce que dit France 3. Un cran de tension supplémentaire a été franchi aujourd'hui en Ukraine, à Odessa, la principale ville portuaire de l'est du pays, qui a été le théâtre d'affrontements violents entre partisans de l'unité du pays qui manifestaient et qui ont été attaqués par des séparatistes pro-russes. Au milieu de cette confusion, un incendie d'origine criminelle s'est déclaré sans qu'on connaisse la source. La maison des syndicats a été détruite, il y a plus d'une trentaine de morts, certains évoquent même le bilan d'une quarantaine de victimes. Alors, il faut dire que la première dépêche AFP qui précise en titre qu'il s'agit de de victimes pro-russes, paraît précisément à 15h14 le samedi, alors que l'incendie a donc eu lieu la veille au soir et que toutes les autres dépêches restent assez floues sur les victimes. Et donc, le samedi soir, aux 20h, là, on sait qu'il s'agit de victimes pro-russes. Et écoutez bien, TF1 et France 2 ne donnent pas les mêmes précisions dans leurs titres. Écoutez. À Odessa, un incendie criminel a fait une quarantaine de morts. Les observateurs de l'OSCE, retenus depuis une semaine à Slaviansk, ont été libérés. À la une, l'escalade de la violence en Ukraine. Plus de 40 morts à Odessa hier soir, essentiellement des militants pro-russes. Alors, ensuite, qui précise quoi dans les reportages? On écoute celui de France 2. On y voit des personnes à l'extérieur apporter des échafaudages pour sauver les pro-russes à l'intérieur. On regarde. Le feu a pris au 3e étage du bâtiment. Des dizaines de personnes se sont retrouvées bloquées à l'intérieur et les cordes de fortune lancées depuis les fenêtres n'ont pas suffi à évacuer tout le monde. La nuit vient de tomber hier soir sur Odessa. La maison des syndicats est en feu. Sur les parapets, certains prennent tous les risques pour sauver leur vie. Des militants pro-russes pour l'essentiel. Ils viennent d'y trouver refuge. Poursuivis par une foule favorable à l'unité de l'Ukraine qui leur lance des cocktails Molotov. Avant de réaliser la gravité de la situation, on apporte un échafaudage, mais il est trop tard. À l'intérieur, l'épaisse fumée toxique tue un à un les pro-russes pris au piège. Désespérés, certains se défenestrent, évacués dans l'urgence. Au départ, ce sont ces militants séparatistes qui étaient venus perturber un rassemblement favorable au pouvoir. Armes de chaque côté, affrontements. Au final, personne ne sait exactement qui a mis le feu au bâtiment.
Alors sur votre site Olivier Berruyer, vous montrez également une autre vidéo sur à ce même moment qu'on n'a pas vue dans les médias français. On va la passer en ralenti. Et regardez bien l'homme en bas à gauche. Vous dites qu'il semble, il semble qu'il est en train de frapper une personne à terre qui vient de tomber de l'immeuble. Donc c'est une image complètement opposée au fait que des personnes à l'extérieur aident les gens à sortir avec les échafaudages. Et c'est une image que vous avez trouvée où, par exemple, puisqu'on ne l'a pas vue effectivement dans les journaux télévisés, vous la diffusez sur le site? qui s'appelle YouTube quand même, faut aller voir, il y a plein d'informations, plein de gens qui ont filmé avec des smartphones ce qui s'est passé et qui est extrêmement effrayant. Alors, YouTube c'est grand, par exemple, vous avez cherché comment pour aller retrouver cette vidéo? Vous regardez derrière, on me les fait parvenir, parce qu'heureusement il y a beaucoup de personnes d'Ukraine aussi qui regardent et qui sont scandalisées. Qui vous les fait parvenir? Des Ukrainiens, des gens qui regardent, ils parlent, ils ont Twitter, ils ont Internet aussi en Ukraine. Ukraine. Plutôt pro-russes, du coup? Mais ça, déjà, vous employez depuis le début pro-russe. C'est formidable dans les médias. Il y a des pro-russes et pro-ukrainiens. Vous avez dit, moi, je connais que des Ukrainiens là-dedans. Vous avez des gens qui sont plutôt pro-Maïdan en l'espèce, et d'autres, ici, les gens qu'on voit sont anti-Maïdan. Les gens ne veulent pas, pour la plupart. On dit bien la même chose, non? Pardon? On dit bien la même chose. La même chose comment? Non, mais je veux dire, vous parlez de pro-Maïdan et d'anti-Maïdan quand on dit pro-russe et pro-ukraine. Non, excusez-moi, anti-Maïdan et pro-russe, c'est pas du tout la même chose. Ces gens-là, la plupart, c'est pas comme en Crimée. Ils ne demandent pas à fusionner avec la Russie. Ils demandent éventuellement à être fédéralisés, avoir leurs droits reconnus. Et en tout cas, ils ne reconnaissent pas le gouvernement putschiste et néo-nazi de Kiev. C'est ça la situation. C'est vite fait de dire pro-russe. Non, mais bon, j'allais dire ce qui me surprend, j'allais dire que j'étais d'accord avec vous, je ne m'attendais pas du tout, jusqu'à ce que vous disiez gouvernement néo-nazi de Kiev. Et là tout de suite, on balance on bascule dans le n'importe quoi. C'est-à-dire que dire gouvernement néo-nazi à Kiev est une absurdité. Et je vous dis en deux mots pourquoi. Et je sais bien que ce que mon voisin vient de dire est quelque chose qui n'engage pas que lui, mais qui est une idée qui est extrêmement répandue aujourd'hui. On reviendra, je pense, là-dessus. Dire qu'il y a un gouvernement néo-nazi à Kiev ne correspond pas à la réalité, parce qu'au contraire, il y a une continuité des élites en Ukraine qui est absolument stupéfiante. Si vous prenez le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk, malgré son très jeune âge, il a 39 ans, il a déjà occupé de hautes fonctions au cours des gouvernements successifs depuis la révolution Orange en 2004. Si vous prenez tous les cadres aujourd'hui dans les fonctions les plus importantes au gouvernement, ce sont des gens que l'on connaissait déjà auparavant. Alors ensuite, il y a un parti nationaliste qui s'appelle Svoboda et qui est présent au Parlement depuis les élections législatives de 2012. Svoboda a obtenu 13% à cette occasion. Nous, en France, on a le Front National qui est aux environs de 20%. Effectivement, Svoboda a obtenu un certain nombre de postes et de fonctions et Svoboda pèse par ses députés au Parlement. Mais c'est un complément d'une majorité. C'est pas du tout eux qui fixent la ligne. Il y a des ministres? Des ministres de Svoboda, oui. Il y a des hauts... alors, est-ce qu'il y a des ministres exactement? De toute façon, pas dans les fonctions les plus importantes et notamment pas sur les questions de sécurité. C'est ça le plus important. Il y a des ministres de Svoboda combien? Bien sûr. Combien? Alors, ils en ont 4. Ils en avaient 4 au début, il n'y en a plus que 3, plus 2 autres, un de Pravi Sector et un de l'UNAINSO, donc ce qui fait quand même, à l'origine, le jour... C'est qui le ministre de Pravi Sector? C'est le ministre... On peut dire un mot sur Pravi Sector quand même, d'abord sur ce que c'est? Non, on va être très précis. On va être très précis. Olivier Berruyer nous dit il y a un ministre de Pravi Sector. Alors comment qualifier le mouvement Pravi Sector? Alors d'abord, ce n'est pas un pendant qu'il cherche le nom du ministre. Alors d'abord, ce n'est pas véritablement un mouvement, c'est une agrégation de différentes organisations et de mouvements qui s'est créée au moment de Maïdan. Dedans, vous trouvez des organisations, des groupuscules qui sont clairement néo-nazis, avec une idéologie très radicale. À côté, vous avez des organisations qu'on pourrait qualifier de plus traditionnellement nationalistes ou ultranationalistes ukrainiennes. Et enfin, se sont agrégés au moment de Maïdan, c'est très important, des gens horrifiés par les violences policières et qui ont voulu s'associer à la défense de Maïdan contre la police. Et alors, le ministre de Pravi Sector, Olivier Berruyer, vous avez retrouvé son nom? Oui, alors on va rapido. Alors les 6 membres. Alors 6 maintenant. Oui, il y en a 6 au total, qu'on peut qualifier de néo-nazis, en tout cas, au jour où le gouvernement est mis. Alors, le vice-premier... Non, on ne peut pas les qualifier de néo-nazis. Ils appartiennent... Vous dites... Alors, vous faites un signe d'égalité entre le parti... Svoboda égale néo-nazi. Non, vous dites ça. Vous dites Svoboda égale néo-nazi. Moi, je vous dis que... Et je suis d'autant plus tranquille pour en parler que je pense être, en tout cas dans la presse généraliste, je pense être peut-être le premier à avoir écrit un article sur Svoboda qui datait déjà déjà, je crois, de 2011 ou 2012. Mais je suis... Excusez-moi pour l'imprécision.
Et j'étais allé à ce moment-là voir les leaders de Svoboda dans l'ouest du pays, où ils ont leur base, c'est-à-dire du côté de Lvov, de Ternopil, etc. Et je les avais fait parler, et il y avait clairement de leur part, et ils avaient à l'époque encore des liens très forts avec le Front National en France, par exemple. Ils avaient des échanges, etc. Et il y avait de leur part la volonté, afin de gagner davantage d'influence sur la scène politique ukrainienne, d'accomplir une sorte de mue, de la même façon que la Ligue du Nord en Italie a accompli cette mue, ou d'autres organisations assimilées à la droite néo-nazie ou droite extrême ont accompli en Europe. Et il faut souligner une chose, c'est qu'ils sont parfois rattrapés par leurs racines, par leurs origines. C'est vrai. Ils ont fait par exemple un truc invraisemblable, c'est qu'il y a des députés de Svoboda qui sont allés voir le patron de la télévision publique ukrainienne. On avait passé l'image. Voilà, et qui ont voulu le contraindre pour le foutre de force, pour le foutre à la porte et pour le contraindre physiquement à la démission. C'est des trucs ce qui a été condamné, y compris par la direction de Svoboda après. On avait passé l'image. Donc on peut pas dire, non mais Daniel, on peut pas établir un signe d'égalité entre Svoboda et le nazisme. C'est un mensonge. D'accord, très bien. Donc c'est un mensonge. Svoboda, ça veut dire quoi? Non mais allez-y, faites-nous l'explication. Allez-y, faites-nous l'explication originelle. Svoboda veut bien dire liberté. Qui parle sûrement couramment russe. D'accord. Non, je ne parle pas russe. C'est bien. Vous êtes spécialiste. Je suis le petit blogueur amateur. Aucun problème. Svoboda veut bien dire liberté. Oui. Svoboda est dans la continuité. C'est un changement de nom. Svoboda a été bien fondé en 1991. Non, ce n'est pas le nom à l'origine du parti. Non, c'est le nom à l'origine du parti en 1991, le jour où il est fondé, s'appelle le Parti national social d'Ukraine. On est bien d'accord. Il est fondé par Oleg Tianibok, qui est toujours aujourd'hui le président du parti. Oui. Donc le Parti national social d'Ukraine. Et alors le Parti national social. Encore une fois, je vous explique que le parti Svoboda a essayé d'engager. Et vraiment, je vais pas me retrouver dans une position où je fais l'exégèse du parti Svoboda. Alors, je vais le faire moi. Surréaliste. Je vais le faire moi, si vous permettez. Excusez-moi, on peut prendre 5 minutes sur ce sujet-là. Il est quand même important de savoir s'il y a oui ou non, puisque monsieur dit que je mens. Après, on reviendra sur Odessa, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, mais si vous voulez, mais le truc fondamental, il est là, parce que si des gens n'est pas d'accord sur ça... C'est pas le truc fondamental. C'est pas vrai. C'est pas le truc fondamental. Le tiers du gouvernement du plus grand pays. C'est pas le truc fondamental. S'il vous plaît, tous les deux, on finit. 2 secondes, j'arrive avec des faits quand même. Vous n'arrivez pas qu'avec des faits. Vous arrivez aussi avec des appréciations et une certaine grille idéologique. Alors, Olivier Berruyer sur Svoboda, et ensuite on revient à Odessa. Olivier Berruyer. Le parti Svoboda est né en 1991 et s'appelle le Parti national social d'Ukraine. Il a des références explicites avec évidemment le Parti national social allemand, donc le parti nazi, il en prend le même nom. National-socialiste. Ouais, c'est le Parti national-socialiste. Il se revendique tout à fait de ce niveau-là. C'est créé par Oleg Tianibok, c'est exactement aujourd'hui le même président de ce parti. L'intellectuel du parti, qui est aujourd'hui député et très en vue de Svoboda, a créé le Centre d'études politiques Joseph Goebbels. C'est un spécialiste de la prise du pouvoir. Non mais effectivement, quelle importance? Il n'y a aucune importance. Le parti... Vous allez répondre, hein? Vous allez répondre. Vous répondrez. Voilà monsieur Tianibok. Excusez-moi, je viens avec des photos, si on peut quand même les prendre. Voilà, donc là, il fait une quenelle inversée. Ça, je rappelle que c'était un signe qu'utilisaient les nazis à l'époque. Non mais, attendez, on va être précis, 2 petites secondes. Effectivement, c'est un grand ami de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Mais rapidement... Vous pouvez rappeler, Olivier Berruyer, quelles sont les fonctions occupées dans le parti par la personne que vous montrez là? Oleg Tianibok est le chef du parti. C'est le chef du parti. C'est le Führer local, en fait. Et depuis 1991, c'est lui qui l'a... Ça, non mais, c'est très drôle. Donc ça, c'est le logo actuel de Svoboda, un trident. Mais en 1991, qu'a sacré, c'est ce logo-là. Ça, c'est le logo de la Waffen-SS d'Eiser Reich. C'est évidemment un symbole néo-nazi. C'est la Volksangel qui est pris de la même façon. Ça a été dit dans les médias. On n'a pas tué le fait qu'il y ait on vient de dire il y a 2 secondes que ce parti, non pas d'extrême droite, néo-nazi. Parce que là, il y a aussi une amalgame qui vient d'être faite et qui je trouve scandaleuse avec le Front National. Je voudrais continuer 2 secondes. Excusez-moi. On a compris. C'est pas la peine de multiplier les preuves. Non, excusez-moi, Daniel. En Europe, un pays où on réinhume des Waffen-SS dans une église avec les honneurs militaires. Non, vous pouvez revenir sur la photo que vous montrez. Mais oui. Qu'est-ce qui se passe là? Là, ils ont retrouvé les cadavres de Waffen-SS de la guerre. Ils les réenterrent avec les honneurs militaires. Oui, non, mais oui, monsieur, quelle importance. Mais 2 petites secondes, s'il vous plaît. Il y a 3-4 photos. Ici, on voit donc les gens dans l'église avec les habits de Waffen-SS. Ici, on voit donc le défilé à la sortie de l'église des Waffen-SS, août 2013. Et donc, on est bien dans des manifestations organisées, selon vous, par Svoboda. Mais attendez, c'est pas organisé par Svoboda. Donc là, attendez, excusez-moi. Je vous demande. Voilà, pour être précis. Non, est-ce qu'on est dans des manifestations? Tout à fait. Ici, vous avez Oleg Pankiewicz, député de Svoboda, qui fait un discours à l'honneur des Waffen-SS. Vous le voyez ici, il est député de Svoboda.
août 2013, en effet, dans la région de Lviv. Mais c'est vrai Je ne voudrais pas que vous fassiez croire que les médias n'en ont jamais parlé. Là, vous avez un discours comme quoi tout ça se serait caché. On a eu plein de reportages pour dire oui, il y a des gens proches des néo-nazis. Le tiers du gouvernement ukrainien qui est dans un parti qui se révèle ouvertement de l'idéologie néo-nazie. Le tiers du gouvernement? C'est le tiers du gouvernement. Il y a 19 membres. D'accord. Il y a 19 membres. Il y a 19 membres. J'ai pas fini. Attendez, monsieur. Non, attendez. Chacun répond. Piotr Smolar sur Svoboda. Vous voyez bien, on commençait l'émission sur l'Ukraine, sur des événements extrêmement dramatiques, etc. Immédiatement, la conversation, mais malheureusement c'est ce que je craignais avant de venir, c'est-à-dire immédiatement, elle est complètement phagocytée par cette ligne, cette perspective qui est Kiev égale nazi. Mais est-ce que les éléments que donne Berruyer sont faux? Attendez Daniel, je vais vous dire. Est-ce qu'il y a, au sein du parti Svoboda, est-ce qu'il y a des gens qu'on peut assimiler à une idéologie xénophobe, voire même néo-nazi? Très certainement. Mais majoritaires, minoritaires, marginaux dans le parti? Je ne sais rien, mais je ne peux pas vous dire. Est-ce que ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire encore une fois, c'est ce que j'ai tenté de vous expliquer au début, mais sur ces sujets-là, où il y a une hystérisation du débat, je me demande s'il y a de la place pour la nuance et la complexité. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce parti-là... Berruyer nous dit ils sont tous néo-nazis. Non, dans Svoboda. Vous avez parlé de gouvernement néo-nazi tout à l'heure. Vous avez commencé par dire, et je vous l'ai répété, vous avez dit Kiev égale néo-nazi. Non, j'ai dit Svoboda égale néo-nazi. Non, vous avez dit le gouvernement néo-nazi. Il y a un gouvernement, effectivement, il y a des néo-nazis à l'intérieur. Vous l'avez dit, vous l'écrivez, vous le dites sans cesse. On ne peut pas savoir, parce que la controverse sur Svoboda, ça fait des semaines qu'elle dure et on n'arrive pas à savoir si effectivement... Je peux vous faire une remarque, c'est intéressant qu'on insiste sur Svoboda, parce que Svoboda, aux prochaines élections législatives, va s'effondrer. Et toutes les études d'opinion aujourd'hui le montrent. Pourquoi? Svoboda, et notamment le leader dont mon voisin a montré les photos, a été hué sur Maïdan. Hué. Et je vous le dis pas parce que j'ai regardé YouTube où on m'a envoyé des vidéos, c'est parce que j'y étais pendant des semaines. Il a été hué. Et pourquoi il a été hué? Parce qu'il a été considéré comme faisant des compromis avec Yanukovych. Il a été considéré qu'il allait négocier un peu une sorte de tambouille politique avec d'ailleurs le Premier ministre actuel, Yatsenyuk, et qu'en gros, c'était les pratiques politiciennes traditionnelles ukrainiennes. Olivier Berruyer, vous étiez au courant que le chef de Svoboda avait été hué sur Maïdan? Il vient de le dire, en effet. Non, mais est-ce que vous étiez au courant? Oui, parce qu'il était jugé trop mou. Vous avez un bel article où vous nous dites que la seule personne qui a été applaudie à Maïdan était... J'ai pas dit que la seule, j'ai dit un soir, très précisément. La personne, au moment, il faut dire précisément de quoi il s'agit, je sais à quoi vous faites référence. Le soir où le gouvernement, en tout cas les propositions de nouveaux gouvernements, de nouvelle alliance sont exposées à la foule sur Maïdan, qui est une foule à ce moment-là dans un état d'émotion incandescent. C'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de morts, de personnes non armées, sans armes létales, qui étaient tombées sur Maïdan et aux alentours. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une espèce de passage en revue à la tribune des différentes personnes qui pourraient entrer au gouvernement et des différentes personnes qui ont joué un rôle sur Maïdan. Et une des personnes qui a été réclamée et qui a été très applaudie, c'est Dmytro Yarosh, qui est le leader de Pravi Sektor. C'est-à-dire ce que je vous disais, c'est-à-dire ce regroupement d'organisations extrémistes. C'est vrai, c'est lui qui a été parmi les plus applaudis. Mais Yarosh, aujourd'hui, à son tour, veut accomplir une sorte de mue, puisqu'il est candidat à la présidentielle. C'est-à-dire qu'il veut suivre le chemin de Svoboda en se notabilisant, en quelque sorte, en ne restant pas le type en treillis sur Maïdan qui appelle au soulèvement. Et que montrent les sondages, encore une fois? C'est très intéressant. Il est à un niveau microscopique, Yarosh. C'est vrai qu'il a été applaudi ce soir-là. Comment vous expliquez la contradiction entre Mais ce n'est pas une contradiction. La chaleur de son accueil et son niveau microscopique? Ce n'est pas une contradiction, Daniel, parce que vous n'imaginez pas ce que les gens qui, pendant des semaines et des semaines et des semaines, qui se sont regroupés sur Maïdan, qui se sont relayés nuit et jour, et qui ont vécu ce drame collectif de la mort de ces dizaines et dizaines de manifestants, vous n'imaginez pas dans quel état d'émotion ils étaient. Et ils considéraient que les politiciens traditionnels étaient des gens qui voulaient le business as usual, qui voulaient revenir à leur tambouille, alors que d'autres avaient mis les mains dans le cambouis. Et ils considéraient que Yarosh, qui avait formé des groupes d'autodéfense, avait mis les mains dans le cambouis. Et ce que je vous dis, ce n'est pas une appréciation, c'est juste factuel.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur l'actualité plus récente? Parce que le Svoboda, on a consacré déjà 2 émissions à l'Ukraine et on avait traité le sujet. Est-ce qu'on peut revenir à l'actualité plus récente qui est effectivement les morts de l'incendie d'Odessa? Vous avez souligné le fait sur votre site que effectivement certains médias français, et effectivement dans la presse en ligne des heures qui ont suivi l'incendie, on va peut-être voir les titres de la presse en ligne, le caractère pro-russe des morts n'était pas mentionné. D'ailleurs, j'ai moi-même fait une chronique sur ce sujet en parlant Voilà, je précise bien que l'AFP ne l'a pas mentionné tout de suite et souvent les sites de presse se fient à l'AFP. Si je peux juste finir ce que j'étais en train de dire. Et moi-même, j'ai fait une chronique qui s'appelait Les morts innommés d'Odessa. Une très belle chronique, une des rares chroniques. En m'étonnant du fait effectivement que mais c'est très drôle. Non, mais c'est vous qui donnez les Oscars aux journalistes français, je suis d'accord. Oui, mais je ne vous en donne pas. Non, mais regardez, le lendemain, c'est-à-dire le samedi matin, vous connaissez nos délais de bouclage. Daniel, vous êtes un ancien de la maison. Oui. Vous savez à quelle heure on boucle. Le samedi. À quelle heure, répétez-le d'ailleurs. Donc là, on boucle à 9h30. C'est-à-dire cet article-là, l'article en question. Alors malheureusement, je n'étais pas à Odessa. C'est-à-dire que c'était un article que j'ai écrit de Paris. Très long article sur une page entière. Donc vous voyez la page 2. Mais comme on ne pourra pas lire à la télé, non, je sais. Je vous montre juste la manchette. Ukraine, l'escalade de la violence, où 37 personnes, surtout des activistes pro-russes, ont été tuées vendredi 2 mai. Voilà. Parce que pour vous, il n'y avait aucun doute, dès samedi matin, donc très tôt le matin, il n'y avait aucun doute sur le fait que les victimes étaient des pro-russes. Il n'y avait absolument aucun doute. Et vous avez des informations là-bas, avec ce que du coup, ce n'était pas l'AFP, parce que l'AFP ne le mettait pas en... Non, mais je dois avouer, j'espère que mes amis de l'AFP n'en prendront pas ouvrage, mais je n'ai même pas lu leur dépêche de la veille. C'est-à-dire que... Quelles étaient vos sources alors de Paris? Je vais vous dire, en fait, et là, je partage cet intérêt pour les vidéos avec mon voisin, c'est-à-dire que les réseaux sociaux aujourd'hui bouleversent aussi notre façon de travailler et portent un sacré coup au travail des agenciers. C'est-à-dire concrètement, le samedi matin... Non, pas samedi matin, vendredi. Vendredi, j'étais déjà suspendu. Dans la nuit de vendredi à samedi, ou vendredi soir? Écoutez, il y a les vidéos. J'ai passé aussi des coups de fil à Odessa parce que j'y suis déjà allé à plusieurs reprises, donc je connais des gens là-bas, qui ne sont pas forcément des gens d'ailleurs extrêmement impliqués. Il ne faut pas s'imaginer que toute la population est forcément d'un côté ou de l'autre de la barricade. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, quand on veut et quand on fait bien son boulot, dès le vendredi soir, on peut dire les morts sont des pro-russes. Je sais, je ne veux pas du tout donner l'impression de porter un jugement de valeur sur le travail de... Mais par contre, je vais vous dire une chose plus générale, et ça ne concerne pas seulement les journalistes, ça concerne aussi les diplomates, ça concerne les experts, et ça concerne aussi le travail des services de renseignement. C'est que l'ex-URSS a été, enfin l'espace post-soviétique a été déserté depuis des années. Par qui? Par tous les corps que je viens de vous citer, c'est-à-dire par les diplomates, par les services de renseignement, ça a été considéré comme une zone de seconde importance. Et ça, c'est très clair, c'est qu'il y a un manque d'expertise aujourd'hui à tous les niveaux, y compris chez les responsables politiques français, par exemple, mais on peut élargir au niveau européen. C'est-à-dire que malheureusement, ce n'est pas forcément par mauvaise volonté ou par grille idéologique, c'est-à-dire que du coup, il y a souvent des réflexes de paresse ou des réflexes pavloviens qui interviennent face à des situations de crise extrême comme ça pour lesquelles nous ne sommes pas préparés. Donc, c'est vrai que moi, je me sens un peu moins... un peu moins concerné parce que moi je suis un ringard, c'est-à-dire je suis oui c'est vrai, je suis un ringard, c'est-à-dire je suis un paysan qui laboure le même champ depuis des années, c'est-à-dire que je vais dans ces pays-là, notamment en Ukraine, plusieurs fois par an, je rencontre les personnes, je voyage dans tout le pays, donc il y a des choses qui pour moi vont de soi et qui ne vont pas forcément de soi pour les envoyés spéciaux, par exemple dont vous avez montré les images de la télévision. Mais je leur tiens pas rigueur, c'est-à-dire qu'ils ont un travail qui est extrêmement difficile quand on est projeté dans... C'est à cette désertion de tous les corps dont vous venez de parler que vous attribuez par exemple, ce qui est quand même un vrai bug de l'information, c'est qu'il a fallu plusieurs heures pour que dans les médias français on désigne les victimes de l'incendie d'Odessa et on dit que c'était des pro-russes. Vraiment, je pense que oui. Je pense que c'est dû à ça. Mais encore une fois, vous seriez surpris, je ne sais pas si vous avez l'occasion de rencontrer par exemple là aussi des diplomates, mais je ne parle pas seulement de la France, hein, vraiment d'autres pays. On a abandonné cette zone. On a considéré, et d'ailleurs les Américains sont dans le même désarroi. C'est-à-dire les Américains se sont entièrement tournés vers l'Asie et vers le Proche-Orient, du point de vue, voilà, et puis vers leur zone de conflit. Les Russes, en revanche, ne l'ont pas abandonné. J'imagine que les Russes n'ont pas abandonné. C'est ça aussi qui fait ils l'ont abandonné réalité. ni physiquement, ni intellectuellement, ça c'est évident. Est-ce que cette explication vous convainc? C'est-à-dire que vous, à vous lire, on a plutôt l'impression d'une dénonciation d'un parti pris pro-ukrainien,
pro-Maïdan des médias français. Et là, on a Piotr Osmar qui nous dit c'est pas un problème de parti pris, c'est un problème de compétences, sans doute, oui, de compétences, de désertion, effectivement, des diplomates, des services de renseignement, qui fait qu'on n'est plus informé, on ne sait plus, on a du mal à voir. Je suis assez stupéfait de votre information tout à l'heure où vous nous dites que la première dépêche AFP, elle est le soir tard. Je veux dire, c'était en direct à la télé, ces trucs-là. Moi, je l'ai annoncé avant l'AFP. À quelle télé? La télé russe. Ouais. Les événements, on les voyait filmer. Ou ukrainiens d'ailleurs, je ne sais plus quelle était, peut-être ukrainien sans doute d'ailleurs, parce qu'on ne pas forcément télé russe en direct là-bas, les événements, on les a vus. C'est-à-dire que l'incendie était retransmis en direct à la télé russe. Je l'ai vu en direct. Et au niveau des affrontements... Mais c'était le soir, là, la première dépêche, c'est à 20h50, c'était à peu près les mêmes... Non, mais si l'AFP dort la journée, ok, moi je dormais pas, je l'ai vu en direct à la télé l'après-midi à 16h, et donc... Non, mais attendez, on parle... Non, il y a eu des affrontements, d'abord. Ça, il y a eu plusieurs dépêches sur les affrontements. Dans la journée de vendredi. Et ensuite, dans la journée de vendredi, et ensuite, il y a l'incendie qui commence le soir. J'ai pas l'horaire en tête précisément. Il fait jour au niveau de l'incendie quand même. Les images qu'on voit, il fait déjà nuit. Non, regardez au début, je suis désolé, c'est en fin d'après-midi. Ça commence vers 17h, mais de toute façon... Alors attendez, parce qu'on a Véronica, alors on parle là des télés russes, on a Véronica Dorman donc, qui est avec nous en duplex de Moscou. Sur cet incendie, donc j'imagine que vous l'avez regardé aussi, comme Olivier Berruyer, à la télé russe. Moi, je l'ai suivi dans les blogs, en fait. Je l'ai appris en suivant les gens que je lis généralement sur l'Ukraine. Et je saurais pas vous dire exactement à quelle heure les premiers sujets sur la télé russe sont sortis, mais je sais qu'ils sont sortis rapidement avec des assertions très claires. C'est-à-dire que les télé russes savaient qui avait péri dans le bâtiment. Alors que, à la défense des journalistes de l'AFP qui sont peut-être paresseux, j'en sais rien, moi je dirais peut-être qu'ils attendaient d'avoir des preuves avant d'affirmer certaines choses. Et je pense qu'il y avait un tel désordre au début qu'il était difficile de dire exactement combien de personnes, pourquoi, qui avait commencé, qui. Donc, ne pas affirmer tout de suite dans des dépêches qui vont partir partout, aux quatre coins du monde, des choses dont on n'est pas encore sûr, c'est plutôt une marque de prudence. Attendez, Véronica Dorman, il ne s'agissait pas de dire qui avait commencé. Non. Mais moi, j'ai quand même lu plusieurs papiers dans lesquels il était dit à la fois la maison des syndicats, le bâtiment dans lequel avaient trouvé refuge des pro-russes, donc on savait que les pro-russes étaient dedans, mais en revanche, quand on parlaait des morts, ils n'étaient pas désignés comme pro-russes. Donc là, il y avait quand même un petit problème de connexion logique entre les deux informations. Je sais que les médias russes les médias russes ont tout de suite annoncé que des simples citoyens, femmes, retraités et enfants ont été brûlés vifs par des militants de Pravi Sector. Ça, c'était la version qui a été diffusée très rapidement sur les télés russes, sans nuance. Voilà. Alors, en même temps, vous dites, moi je le savais, je regardais la télé russe, mais je suis désolé. Ukrainienne, oui. C'était l'Ukrainienne. La télé ukrainienne pro-russe. Russophone, oui. Russophone, pro-russe. Non mais attendez. Vous ne pouvez pas dire que la télé ukrainienne comme ça, il faut être précis. Mais vous nous avez dit que vous ne parliez pas russe, c'est-à-dire que concrètement vous regardez les images, mais comment vous faites pour savoir c'est les images. C'est facile, quand on voit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des affrontements dans un bout de la ville, les mecs pro-Maïdan font 2 km à pied pour aller dans ce bâtiment-là, qui est un peu l'espèce de Maïdan local des anti-Maïdan, puisque c'est là qu'ils se regroupaient. On les voit arriver en masse, il y avait des tentes autour des bâtiments, en 5 minutes, ils foutent le feu à toutes les tentes, on voit les gens qui se précipitent dans le bâtiment. Mais le bâtiment et les tentes n'étaient pas au même endroit. Elles sont devant le bâtiment, on les voit très bien brûler, vous regarderez les images, elles sont devant le bâtiment. Ils commencent par brûler ça, et puis après ils avancent, on voit les gens en masse qui vont se réfugier dans le bâtiment, qui ferment, et il commence à y avoir des affrontements et des cocktails Molotov. Alors après, super, ok, bravo, les gens étaient très prudents. C'est ça qui est intéressant à voir. Là, vous avez un argument fort logique, et à la rigueur, nous, on a attendu d'être sûr pour le dire. Très bien, bravo, beau travail des journalistes. Mais alors, quand c'est dans le sens contraire, je dirais la prudence, c'est pas ce qui étouffe les journalistes, et en particulier les journalistes français, parce qu'il y a plusieurs papiers dans la presse internationale qui pointent aussi ce parti pris quand même très étonnant des journalistes français en l'espèce. Bon, enfin alors, ça c'est une remarque, on va dire, plus générale. Je peux vous faire encore une remarque, Daniel, c'est-à-dire que là vraiment, c'est une impression de terrain que je vous donne, l'extrême difficulté qu'il y a dans ce conflit ukrainien depuis 2 mois à travailler pour les journalistes. Extrême difficulté, aussi bien dans l'Est que, par exemple, à Odessa. Je ne vous parle pas des problèmes de menaces physiques qui aujourd'hui existent dans l'Est. C'est-à-dire que, je vous passe les détails, mais moi-même, je me suis fait secouer par des types masqués devant le bâtiment pris à Donetsk, le siège du gouvernement local. Mais je ne parle même pas de ça. Je parle du poids inouï des rumeurs, des exagérations, des manipulations et de la propagande. C'est un truc, je n'ai jamais vu ça dans aucune autre situation professionnelle à ce point. À ce point-là. Mais je vous jure, c'est quelque chose de phénoménal. Et je vous donne
là, sur l'histoire d'Odessa, je vous donne 2 exemples, un de chaque côté, comme pour être le plus juste possible. Du côté russe, et notamment sur les réseaux sociaux russes, ont circulé une photo absolument mais cauchemardesque d'une femme enceinte, renversée, morte, à l'intérieur du bâtiment, qui aurait été une des victimes incendiées. Une journaliste locale, moi je n'ai pas pu faire ce travail, je n'y étais pas, une journaliste locale, absolument effarée par cette image, a fait le tour de tous les hôpitaux, a appelé tous les médecins, tous les trucs d'urgence, les autorités, la police, etc., pour essayer de savoir mais qui est cette femme. Cette femme n'existe pas. Là, vous parlez d'une photo qui a circulé sur Twitter. Sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Que Marion vient de retrouver. Voilà. Or, une journaliste de Svoboda a désespérément essayé de retrouver. Elle est allée à la morgue aussi, elle est dans les hôpitaux, partout. Cette femme, elle ne l'a jamais retrouvée. Je vous donne un exemple, cette fois-ci dans l'autre sens. Le grand favori pour l'élection présidentielle ukrainienne s'appelle Petro Poroshenko. C'est un oligarque. Voilà. Aujourd'hui, il est très largement donné favori pour le scrutin du 25 mai. Poroshenko s'est rendu à Odessa ce week-end. Et Poroshenko a dit un truc qui m'a stupéfait, et je ne sais pas sur quelle base. Il a dit il y a des produits toxiques qui ont été sciemment placés dans le bâtiment pour faire plus de victimes. Alors, vraiment, je tombe des nues. C'était après la publication de l'article, donc je ne l'ai pas mis dans cet article de ce week-end. Mais c'est pour vous dire, il balance une énormité. Et je ne sais pas si quelqu'un va du coup chercher à vérifier ça, mais toutes les expertises vont être extrêmement compliquées dans ce bâtiment. Pourquoi ? C'est parce que la foule, une fois que les flammes aient été cessées, la foule a pénétré à l'intérieur. Donc, si vous voulez, le travail des experts est extrêmement délicat. On est aussi dans un phénomène de propagande de guerre traditionnelle, je veux dire, qu'on a pu observer dans les dernières années, à propos du Koweït, à propos de l'Irak. Je me souviens de rumeurs sur les couveuses des bébés débranchés. Vous avez raison, sauf que, voilà, donc, sauf que là, il n'y a pas de guerre traditionnelle. C'est ça qui est particulier. Vous avez la guerre de la propagande sans la guerre réelle, sans la guerre militaire. Vous avez des victimes. Vous avez des victimes des deux côtés, mais et c'est ça qui est incroyable, c'est que vous avez la chambre de résonance absolument phénoménale des réseaux sociaux, phénoménale qui amplifie tout, mais vous n'avez pas d'affrontement militaire au sens traditionnel. Alors, exemple de dérapage, par exemple, à la radio française, la chronique la semaine dernière de Caroline Forest sur France Culture. Alors, Olivier Berruyer, vous la critiquez sur votre site. Donc, Caroline Forest, dans sa chronique sur France Culture lundi dernier, dénonce les violences commises par les pro-russes et détaille notamment certaines tortures en particulier. On l'écoute. Selon Caroline Forest, bonjour Caroline. Bonjour Marc. Vous revenez ce matin sur la propagande qui fait rage en Ukraine et surtout après les événements tragiques survenus à Odessa. C'est un peu le drame que Vladimir Poutine attendait pour créer le chaos, empêcher la tenue d'élections le 25 mai prochain et finalement intervenir. On peut dire que tout a été mis en œuvre pour en arriver là. Il y a eu bien sûr le rapt de la Crimée, le téléguidage de paramilitaires, les fameux petits hommes verts dans l'est de l'Ukraine, non identifiés mais lourdement équipés. Ils ont pris d'assaut les commissariats, les chaînes de télévision, les aéroports, abattu des hélicoptères de l'armée régulière, tué, torturé et assassiné un conseiller municipal, enlevé des observateurs de l'OSCE, tué des militaires. On en a moins parlé, mais ils ont aussi capturé 3 officiers ukrainiens avant de les exhiber devant les caméras, un bandeau de sang sur le visage. Les paramilitaires séparatistes venaient de leur arracher les globes oculaires à l'aide d'un couteau. Comment s'étonner, dans un tel climat, que les ultranationalistes ukrainiens soient devenus totalement incontrôlables ? Alors, elle nous a expliqué, on l'a appelée, elle nous a expliqué dans un premier temps qu'elle a trouvé sa source dans cette vidéo. Sa source sur l'affaire des globes oculaires arrachés. Parce que pour le reste, il est vrai que 3 officiers ukrainiens ont été capturés par les pro-russes et exhibés devant les caméras. Voilà. Et c'est vrai, ce qui est plus surprenant, ce qui est plus surprenant, c'est cette affaire des globes oculaires. Et donc, à ce propos, elle nous a expliqué qu'elle a trouvé sa source donc, dans cette vidéo. C'est un contact en Ukraine qui lui a transmis cette vidéo, où l'on voit effectivement les 3 officiers ukrainiens les yeux bandés, tachés de sang, qui sont exhibés devant la presse russe. Mais on a demandé à faire une traduction et selon cette traduction, il n'est pas fait mention dans cette vidéo de globes oculaires arrachés. Alors on l'a recontactée à nouveau, elle dit qu'effectivement sa source a reconnu qu'elle s'était trompée, donc elle va revérifier, mais elle souligne effectivement qu'il y a des bandeaux inondés de sang et que ça pouvait être c'est du scotch, j'ai envie du scotch. C'est les membres des services secrets. C'est pas très grave, vous avez dit ?
De quoi? C'est ça que j'ai entendu. Alors, c'est pas très grave. C'était ironique. Hein. Je disais, c'est pas très grave, elle s'est trompée. C'est vrai qu'on a dit que les Russes arrachent les yeux et donc c'est normal que les nationalistes derrière ils soient pas contents et que les néo-nazis derrière deux secteurs droits continuent à attaquer. Enfin, c'est quand même juste énorme. Et là, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, bravo la vérification de la journaliste. Je crois qu'elle a une carte de presse, hein, Caroline Forest. Bravo, ça c'est au moins une vraie vérification. Il n'y a pas un média au monde qui en parle quand même, hein, parce qu'au début je cherche rien. Vous cherchez Globe arraché, nulle part. Donc j'imagine que c'est un de ses contacts, peut-être même Femen derrière qui lui passe en Ukraine, parce qu'il y a d'ailleurs des photos des Femen devant le bâtiment qui crament. Regardez, c'est aujourd'hui sur Twitter. Regardez aujourd'hui sur Twitter, vous voyez des Femen devant le bâtiment qui crament. Alors ça fait beaucoup rire. Ça fait beaucoup. Moi ça me fait pas rire en fait. Non mais ça fait rire Véronica Dorman. Je pourrais savoir pourquoi. Non, pour rien, excusez-moi. Moi, j'ai une question quand même à vous poser parce que sur votre site, quand vous critiquez la chronique de Caroline Forest, vous précisez, en fait, ce sont seulement 3 agents des services secrets ukrainiens qui ont été capturés par les anti-Maïdan de Donetsk. Je comprends pas très bien quand même ce sont seulement. C'est-à-dire que ça justifierait le traitement qui leur sont faits. Mais quel traitement? Vous ne parlez pas aussi du fait que les services à Odessa... Non mais attendez, ça veut dire quoi seulement? Moi je veux bien qu'on aille... c'est vous qui le dites, donc c'est moi qui vous pose la question. Oui, par rapport à des globes arrachés, je dis c'est seulement des gens qui ont été arrêtés. Oui, des gens des services ils ne sont pas seulement arrêtés, ils ont l'air d'être maltraités. D'accord, vous avez vu oui, il y a des maltraités. Les gens sont maltraités partout. Hein. C'est des ultranationalistes des deux côtés. Moi je ne suis pas pro-russe, hein, excusez-moi derrière. J'essaye de trouver un équilibre dans l'information. Moi je vois juste quand même une dame qui vient dire à France Inter devant des... Non, on est d'accord qu'elle s'est trompée. C'est une chose, elle s'est trompée. Voilà. Attendez, elle s'est trompée. Non, c'est pas une petite erreur quand même. Véronica Dorman veut intervenir. Moi, il y a juste une chose, au-delà du fait que ce sont des officiers auxquels on a baissé leurs pantalons, qu'on exhibe en slip, les yeux ensanglantés, qui ont certainement reçu des coups, tout ça, et qu'ils soient passés... ils sont interrogés, donc c'est un véritable interrogatoire, cette vidéo, par des journalistes de la presse russe. Ça vous étonne pas. À la limite, que les séparatistes, que les chefs de guerre qui se autodéclarés et capturés des prisonniers, qu'ils en fassent en considérant qu'ils ont des droits, parce que c'est comme ça qu'ils parlent, ils disent on a des droits parce que c'est les lois de la guerre, dit Ponomarev de Slaviansk, donc il y a certainement un code de la guerre qu'ils respectent. Donc admettons, mais que des journalistes russes soient invités, qui tendent le micro, et que ce soit eux qui mènent l'interrogatoire, en disant vous vous appelez comment, quel est votre grade, qui vous a menacé, qu'est-ce que vous êtes venu faire, qui vous donne vos ordres, ça vous choque pas par exemple, au-delà de tout le reste. Oui, si on accepte que... Ça me choque totalement, mais vous savez, j'essaye vraiment de ne pas être de parti pris là-dessus. Je veux dire, je pense aussi qu'il y a des barbares des deux côtés. C'est pas du tout ce qu'on lit sur votre blog. Non, ne changez pas votre... C'est pas du tout ce qu'on voit sur votre blog. Il y a absolument pas... Ce n'est pas du tout précisé que ce contexte. Attendez, à quel niveau? Vous lisez quoi? Vous avez exprimé ce choc sur votre blog, par exemple, si on l'a pas vu, ça, par exemple. Le choc de quoi? Le choc de voir des journalistes russes interroger des prisonniers enchaînés devant les... Mais il y a une même photo où le gouverneur d'Odessa interroge, je crois que c'est à Odessa, je remettrai la photo ce soir. Attendez, il y a le mec qui est dans une bagnole à poil en slip, mais cette fois il est interrogé par des pro-Maïdan et personne n'en parle. Vous dites, moi je suis neutre. Oui. C'est ce que vous dites. Enfin, attendez. En termes d'intérêt, je ne suis pas dire qu'est-ce qui se passe en Russie, c'est bien, non, c'est pas bien. Poutine, oui, c'est pas le roi des démocrates, on est bien d'accord, et je dis pas le contraire. Je dis qu'il y a des barbares peut-être même des deux côtés. Oui, évidemment qu'il y a des ultranationalistes des deux côtés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail que j'essaye de faire sur mon blog, c'est de dénoncer ce qui se passe en France, au niveau de la propagande en France. Il y a plein de propagande en Russie, il y en a énormément. C'est bien que les blogueurs russes s'en occupent. Moi, j'essaye de voir ce qui se passe au niveau des Français, parce que ça me concerne, et j'ai éventuellement mon mot à dire sur ce qui se passe en France. En fait, la discussion que nous avons nous confirme dans une tristesse personnelle et dans un regret, c'est que j'ai vraiment le sentiment que la propagande russe l'a emporté dans cette guerre de façon éclatante. Et je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que Moscou, sur l'Ukraine, a imposé une narration qui est la narration suivante, que l'État ukrainien est un État bâtard, que ses frontières sont négociables et qu'elles peuvent faire l'objet d'un troc, que les médias occidentaux mentent comme des arracheurs de dents, et que... vous voulez dire que la propagande russe a imposé cette narration sur place, là-bas? Non, pas seulement. Aussi en France par rapport au public français. Je ne dis pas dans une vaste majorité. Non, je ne dis pas dans une vaste majorité, mais je vais aller au bout de ce que je voudrais vous dire. Il y a aujourd'hui, ça me frappe vraiment, il y a une suspicion vis-à-vis des médias traditionnels qui se manifestent, et notamment que ce soit des médias de presse écrite ou des télévisions, qui se manifestent à chaque grand conflit. Mais sur le cas de l'Ukraine, il y a une hystérisation du débat
qui moi me paraît, notamment sur les réseaux sociaux, qui me paraît particulièrement flagrante et qui me fait un peu penser à ce qui s'était passé au moment des guerres en Yougoslavie, mais évidemment sans la caisse de résonance, sans la caisse de résonance. Une guerre, Piotr Smolar. Donc, dans une guerre, je veux dire, les arguments sont toujours de part et d'autre moins calmes, moins posés. Non, ce n'est toujours pas une guerre. C'est une guerre de propagande. Oui, enfin, mais pour l'instant, c'est pas une guerre, mais il y a des chars, il y a des morts, il y a des incendies. Voilà, c'est pas encore une guerre, mais ce n'est pas une guerre au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire qu'il y a une opération spéciale qui est conduite, et avec en plus des préoccupations légitimes de la part de la population locale, mais ce n'est pas une guerre au sens traditionnel. Mais aujourd'hui, franchement, si vous regardez par exemple en France, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que sur la Russie, il y a Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon marchent main dans la main. Oui, non, mais alors là, on est dans autre chose. Non, là. Oui, on n'est pas dans autre chose. Bah, si, on n'est pas dans autre chose. Pourquoi ? Parce que ça recoupe en grande partie le discours russe, notamment sur le sentiment anti-UE, sur l'anti-américanisme, sur l'anti-OTAN. Donc non, on n'est pas dans autre chose. Est-ce que je peux poser encore une question sur l'image qu'on vient de voir, les fameux officiers ukrainiens exhibés avec leur bandeau. Donc ils ont été montrés par la télé russe, hein, ce sont les pro-russes qui les montrent comme ça. Est-ce que quelque part, ensuite, quand les pro-russes se récoltent à la radio, Caroline Fourest qui vient parler de globe oculaire arraché, est-ce qu'ils ne récoltent pas ce qu'ils ont semé ? C'est-à-dire, moi je suis très surpris de voir les Russes exploiter cette image-là en pensant qu'elle va leur être bénéfique, alors qu'elle ne leur est pas bénéfique. On voit des gens, comme vous l'avez souligné, on voit des gens enchaînés. J'ai pas de souci à parler de ce truc-là où vous avez en effet de façon immonde des journalistes a priori russes qui montrent ces gens-là. Il y a l'armée ukrainienne attaque sa population à l'Est. Je rêve pas, honnêtement. C'est bien d'accord que l'armée a envoyé, il y a des blindés légers quand même. Oui, il y a des blindés, mais elle n'attaque pas puisque ça fait des jours et des jours qu'ils sont autour d'une pauvre ville de 100 000 habitants et qu'il n'y a toujours pas d'attaque contre la ville. Donc non, ils n'attaquent pas la population de l'Est, c'est faux. Factuellement faux. Il y a bien eu déjà quand même une quarantaine de morts. Bien sûr, il y a eu des morts, parce qu'il y a eu des affrontements à des blocs postes. Mais non, parce que, encore une fois, si les nuances ne vous intéressent pas... Non mais attendez, je dévie. Ça veut dire que le fait que l'armée ukrainienne attaque, ça justifie cette image ? Enfin, pourquoi vous faites ce lien ? On est en train de parler de 3 Gus, des services secrets qui vont là-bas, qui sont pris, qui sont maltraités. Je vous parle. Vous avez l'empathie à géométrie variable. C'est ça qui est intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'empathie que vous avez sur les 40 morts qui sont à l'Est, tués par l'armée qui flingue sa population. 2 mois après Maïdan, où on avait, oh là là, le peuple de Maïdan, dont vous nous avez quand même chanté les louanges pendant longtemps, et 90% des gens étaient merveilleux, je suis d'accord, bravo, c'était très bien écrit. Moi, je m'intéresse aux 10% de Svoboda, de néo-nazis, qui étaient armés, et qui ont pris le pouvoir, et qui ont fait un coup d'État. Et là, à ce moment-là, les gens qui manifestaient... 90% des gens sur Maïdan étaient merveilleux. Oui, tout à fait. D'accord. J'ai aucun souci là-dessus. Bravo, mais merveilleux, super. Mais après, c'est pas la majorité non plus. Moi, je préfère qu'ils votent, plutôt qu'ils prennent le pouvoir par les armes. Mais est-ce que je peux vous faire simplement encore une remarque sur cette image que vous avez, qui est très forte, que vous avez montrée ? Je pense que si vous posiez la question à Véronica, elle vous le confirmerait tout de suite. C'est une image qui, pour la télévision russe, est archi banale et qui n'est pas forcément liée à l'Ukraine. C'est-à-dire que très souvent, dans les reportages à la télévision russe, lorsqu'une personne est interpellée, même dans des gros faits divers, il y a des images terribles, mais alors évidemment en violation totale des présomptions d'innocence, qui sont montrées du type humilié, contraint devant une caméra à s'expliquer et à reconnaître le crime qu'il a commis, le voisin qui l'a tué. Et vous allez peut-être nous le confirmer, Véronica, mais c'est utile que vous le disiez, effectivement, parce que ça éclaire l'image d'un jour différent. Ouais. Non, mais donc ce que dit Piotr est absolument vrai, et en plus de ça, pour la manière dont les médias russes de toute façon présentent tout ce conflit, il justifie complètement l'action de tous ceux qui sont pro-russes, du côté de la Russie, séparatistes, partisans de la fédéralisation. Il y a plein de mots pour les désigner. Et donc ça, c'est une image de pareil à la guerre comme à la guerre. C'est comme ça que ça se passe. Il y a eux, ce sont les ennemis du peuple ukrainien, enfin du peuple russophone ou pro-russe ukrainien. Enfin, en tout cas, ce sont les ennemis de nos amis. C'est tout ce qu'ils méritent. Et il n'y a même pas de problème. Je pense que la question de la dimension éthique ou non éthique de cette image se pose pas dans une rédaction. Véronica, on peut d'ailleurs rappeler que Vladimir Poutine, par décret, vient de décorer 300 journalistes pour leur patriotisme dans la couverture de la Crimée. Je ne sais pas si vous imaginez symboliquement ce que ça signifie. Combien de journalistes ont été décorés en France depuis 3 ou 4 ans ?
Combien il a la Légion d'honneur et tout? Non, Vous connaissez un journaliste qui a été décoré pour patriotisme en France? Bah, c'est pas quand on a la Légion d'honneur, j'imagine que c'est aussi pour patriotisme. Alors, on n'emploie pas ce mot-là, Non, non, mais là, c'est ça. Bon, juste, Véronica, Mais attendez, non, mais Véronica je ne défends Dorman, pas Poutine. Attendez, bien sûr que le mec là-bas. Enfin, attendez, bien sûr. Heureusement que vous ne défendez pas Poutine, parce que sinon, qu'est-ce que vous diriez? Non, moi, ce Ouais. qui m'intéresse, je veux Alors, savoir, Véronica alors, Dorman, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus généralement comment se passe la propagande sur ce conflit? Comment est présenté? On va revenir à ce sujet. Comment est présenté? Oui, elle a un mais peu vous dit, m'avez non, dit d'autres moi, je- éléments attendez, La intéressants. propagande en France me semblerait quand même plus importante et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que je peux dire un mot sur la Non, propagande en France? je voudrais Ah bah, passer attendez, Daniel. une autre image sur les journalistes pour prolonger le débat et pour prolonger ce que nous disait Véronica Dorman sur la manière dont les Russes envisagent le rôle des journalistes. On a vu une scène récemment dans le petit journal de Canal+, montrant comment les autorités des autoproclamés, comme on dit, pro-russes de l'Est de l'Ukraine, concevaient le rôle des journalistes. Oui, alors c'est un extrait effectivement dans le petit journal, vous l'avez dit, et on voit que lors de la conférence de presse qu'il y a une certaine pression qui est mise sur les reporters russes. On va regarder, c'est un extrait du petit journal. Oui, une guerre des médias ou plutôt une guerre de propagande. Chacun des deux camps, dès qu'il se passe quelque chose, donne sa version de l'histoire. Souvent, c'est n'importe quoi. Et ils espèrent que les journalistes vont les croire sur parole, qu'ils vont raconter de grosses bêtises. Il y a une mention spéciale à donner quand même au camp pro-russe. Ils sont complètement fous. Hier, on a la conférence du maire autoproclamé de la ville de Sloviansk. C'était un festival. Ils nous racontent n'importe quoi. Ils menacent les journalistes. Ils nous ont même demandé de participer à une quête pour pouvoir enterrer leurs morts. Un festival. Je vous préviens, ou vous dites la vérité, ou vous partez d'ici. Je ne fais que vous prévenir. Nous sommes en deuil. Nos camarades sont morts sur les barricades. Je suis donc venu avec cette boîte pour vous demander d'apporter aux familles des défunts une contribution financière. T'es avec les fascistes, toi. Donne-moi des dollars, on les échangera. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Si, c'est ton problème. Vous vous rendez compte que c'est bizarre, une conférence de presse où on menace les journalistes? Si le journaliste le prend comme une menace, c'est son droit. Moi, je fais que prévenir pour que les questions soient les plus correctes possibles. Vous avez conscience de l'image que ça donne de votre groupe, de vos actions? Vous savez quoi? J'en ai profondément rien à foutre de ce que pensent de moi les journalistes américains, qui de toute manière ont aidé les putschistes de Kiev. Voilà, on est vraiment dans le choc de deux logiques. Et ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de comprendre leur logique. Je ne vais pas les défendre, ces gens-là. Pourquoi on n'essaye pas de comprendre leur logique? Tout à l'heure, vous avez dit que la propagande russe a gagné. Je peux me permettre de vous citer une vidéo du 10 mars sur le site Le Monde. Alors évidemment, dans la propagande russe, il est dit que ces manifestants, donc de Maïdan, étaient eux-mêmes surarmés et mus par les pires des intentions. Moi, je peux vous dire que je les ai vus physiquement, ils étaient à 2 mètres de moi, ils étaient armés de cocktails Molotov, et le cocktail Molotov contre des fusils à lunettes, des viseurs de sniper dans l'équilibre de viser sous la tête, le cœur pour tuer, on ne peut pas dire que c'est un combat équilibré. Vous avez dit que les gens à Maïdan n'étaient pas armés. Remarquez, oui. C'est vrai ou c'est faux? Que les gens sur Maïdan, oui. Sur la place même, n'étaient pas armés? Non, les nervis en première ligne de Pravi Sector, la milice d'autodéfense. Moi, je peux vous dire que de visu, je n'ai pas vu une seule arme. Okay. Sur Maïdan, sur la place. Ok, très bien. Donc Maïdan, le bilan, je rappelle, 500 policiers hospitalisés, 150 policiers blessés par balle, 30 policiers qui sont morts. On a des photos des véhicules des policiers qui sont mitraillés par les fusils. Alors, je répète, voilà donc pris sur Maïdan quelqu'un qui a un pistolet qui tire sur les policiers. Ici, quelqu'un qui tire sur les policiers. Ici, quelqu'un qui tire sur les policiers. Ici, un beau fusil Uzi qui tire sur les policiers, on les voit derrière. Ici, des fusils... Attendez, d'où viennent ces photos? C'est n'importe quoi. D'où viennent ces photos? Non, attendez, c'est n'importe quoi. C'est des photos qui sont prises sur Maïdan, excusez-moi, faites des recherches, attendez. D'où viennent ces photos et comment sont-elles arrivées entre vos mains, juste pour savoir? Attendez, mais elles sont prises, vous allez sur les sites d'information divers et variés ukrainiens, et puis vous avez plein d'informations sur les photos. Voilà, ça, attendez. Vous pouvez pas reprocher aux journalistes de ne pas faire bien leur boulot, et vous dites des sites d'information mais madame, je ne suis pas journaliste, c'est leur métier d'aller vérifier ça. Elles sont vraies ou elles sont fausses? C'est leur métier de vérifier, c'est mon métier d'asséner. C'est génial. Mais attendez, on était sur une image. Là, on était sur le reportage du petit journal. Alors, le reportage du petit journal, j'essaye de comprendre. Mais attendez, mais mettez-vous dans la tête de ces gens-là. On est bien d'accord que dans l'Est, ils ont voté pour le président Yanukovych plutôt en masse.
Jusqu'à 90% des voix, il fait dans l'Est, Yanukovych. C'est le président élu. 52% des voix. L'OSCE, à l'époque, a dit c'est un vote tout à fait légitime. Et sur c'est le président de la presse. C'est-à-dire qu'on demande aux journalistes russes de leur venir en aide. Mais pour concevoir la presse, il faut comprendre comment les gens nous voient avec leurs yeux. Je veux dire, ils voient leur président qui a été démis par un coup d'État, par un putsch. Les gens sont armés. On parle pas de ça, on parle des journalistes. On parle de la quête faite parmi les journalistes. On voit un journaliste, quelqu'un qui vient de dire j'en ai rien à foutre des journalistes occidentaux. Évidemment, c'est le maire autoproclamé de quand ils voient de leurs yeux que leur président élu légitime est viré par des fascistes. Mais il n'est pas viré par des journalistes. Donc il est viré on parle du rapport entre ces citoyens et les fascistes. Alors, du coup, on est revenu à Kiev égale fasciste. Donc on est de retour là-dedans. Très bien. Parce que tout à l'heure, 90% de Maïdan, c'était des gens très bien. Mais là, maintenant, c'est des fascistes. Je m'intéresse qu'aux 10% violents fascistes, monsieur. Parce que je suis désolé, vous avez 90 manifestants pacifiques formidables, je mets 10 mecs armés qui tuent les flics, qui prennent le pouvoir, c'est super pour les 90% qui est en question, et je ne sais même pas s'ils sont majoritaires ou minoritaires. Le mouvement Maïdan n'a jamais été majoritaire dans la population, dans les sondages, ils n'ont jamais eu 50% d'approbation, et même au niveau des occupations, il y avait 60% des Ukrainiens qui étaient contre les occupations. Les sondages, les sondages, mais là on fait quoi? À Kiev comme à Paris. Mais Daniel, les coups d'État, et comme ça les coups d'État, comme ça, allez reconnaître les coups d'État militaires, ouais, les putschs, cool. Alors ça c'est super, aucune critique. Arrêtez un peu. Je veux dire, on a fait suffisamment d'émissions ici pour dire que les sondages c'était... Voilà. D'accord, donc ok, c'est super. Donc tout ça ne vaut rien, mais en fait il n'y a rien ne vaut rien, donc finalement il n'y a jamais aucune information. Donc évidemment, quand il y a ce putsch-là et qu'ils voient que dans la presse occidentale, personne ne parle, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, je suis désolé, le ministre de la Défense, le ministre des Forces de Sécurité, Andrei Paroubi, qui est aussi cofondateur de Svoboda, c'est lui qui est à la tête des forces armées d'Ukraine. Quand il voit que le procureur général de Kiev, c'est un type de Svoboda, il n'enquête pas sur les snipers de Kiev, dont vous avez parlé brillamment à Arrêt sur Image. Aujourd'hui, c'est le même type de Svoboda qui enquête à Odessa. Évidemment, les types, ils sont pas contents que ce soit un néo-nazi qui enquête parce qu'il n'enquête pas. On en a les preuves. Hier, et excusez-moi, dernière nouvelle parce que ça date d'hier et je ne l'avais pas vu dans les journaux, le Parlement ukrainien, Primo, a viré de plusieurs réunions les partis communistes. Les députés communistes ont été exclus de l'Assemblée parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir une majorité. Donc ils ont viré les communistes de l'Assemblée, ils ont fait passer un certain nombre encore de lois hier sans ces députés-là et ils ont accordé le droit maintenant de poursuivre les députés communistes. Voilà ce qui est en train de se passer en ce moment à Kiev. Dans les médias occidentaux, et c'est ma conclusion, excusez-moi parce que c'était la question initiale, tout ça n'est clairement pas dit, tout ça n'est pas montré, il n'y a pas d'enquête. Tout à l'heure vous disiez encore, vous assimilez Svoboda au Front National, vous dites qu'ils font que 10%, ils font 40% dans l'Ouest, il faut 1% dans l'Est. Donc évidemment il y a des dits de néo-nazis qui est plutôt là-bas. Donc les types évidemment cadrés, ils n'aiment pas les journalistes, Daniel. S'ils font pas leur travail. Enfin, je suis pas certain non plus qu'ils lisent la presse française. Le maire de Sloviansk, là, je suis pas certain qu'ils lisent la presse française. La presse occidentale américaine, il parle des Américains. Les Américains. Sur les deux dernières infos qu'il vient de donner, l'exclusion des parlementaires communistes du Parlement à Kiev. Enfin, je veux dire. Écoutez, franchement, je me suis même pas penché sur le sujet, donc j'aurais peur de dire des choses imprécises parce que contrairement à mon voisin, dire des choses imprécises, ça m'ennuie. Alors là, dans ce qu'il vient de dire, par exemple sur les enquêtes à Odessa, par exemple ce que tu viens de dire sur l'enquête à Odessa, bon, c'est complètement bidon parce que il y a même une commission spéciale qui a été créée localement avec des représentants de la société civile, avec les autorités locales, avec la police. C'est-à-dire ils se rendent compte que le drame absolu qui s'est passé vendredi à Odessa doit être éclairci. Donc est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Je n'en sais rien. Oui, voilà. Mais pour revenir à la suggestion de mon voisin qui disait qu'il fallait s'intéresser à ce que les gens de l'Est pensaient, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que avant que le commando zéro à 100% russe qui a pris la ville de Sloviansk n'ait fait basculer ce conflit, j'étais déjà dans l'Est et je parlais aux manifestants. Car ce qu'il faut que les gens qui nous regardent sachent, c'est que entre la chute de Yanukovych et le moment où il y a eu vraiment ce tourbillon à l'Est, il y a eu des semaines et des semaines où chaque week-end, il y a des gens qui manifestaient au centre de Donetsk. Chaque week-end, ils avaient rendez-vous, le samedi, le dimanche. Ils étaient aux environs de 2000-3000, ces gens-là. Et ils voulaient quoi? Effectivement, beaucoup réclamaient un référendum, beaucoup réclamaient davantage de pouvoir pour la région. Et pas forcément du tout le rattachement à la Russie. Bien sûr, ils veulent pas, oui. Donc, et j'ai fait des kilomètres d'articles sur le sujet. Donc, si vous voulez, quand vous nous proposez une vision paranoïaque et conspirationniste sur le travail de la presse française qui ignorerait sciemment les pensées et les revendications des habitants de l'Est, je pouffe.
La conspirationniste, en l'espèce, tout à l'heure, on en a entendu une. J'espère qu'elle sera dénoncée. C'est Caroline Fourest, quand même, qui expliquait qu'il y avait un certain nombre de choses. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas peut-être une loupe, un prisme déformant, à force de vouloir d'interroger ces pro-russes? Est-ce qu'on n'oublie pas aussi ceux qui, finalement, sont très contents d'être ukrainiens et sont pour l'unité de l'Ukraine? Vous mettez le doigt sur une question qui est très difficile et très douloureuse pour les journalistes, c'est comment faire parler la majorité silencieuse. Et franchement, il n'y a pas de recette magique. Et dans cette situation où il y a une hystérisation et locale et internationale, où vous voyez bien que c'est les gens qui sont armés et les gens qui gueulent le plus fort qui sont les plus écoutés. Il est extrêmement difficile de parvenir à cette complexité et de comprendre ce que pensent. Et d'autant plus, et là aussi c'est vraiment une chose sur laquelle j'insiste, je pense qu'on s'est trompé en accordant trop d'importance, vous parlez des sondages, en accordant trop d'importance à des études d'opinion anciennes sur les sentiments des gens à l'Est, qui en gros, dans une écrasante majorité, ne voulaient pas du tout aller dans la Russie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une opinion publique, dans une opinion publique, il y a une dynamique. Il y a une évolution, c'est mouvant une opinion publique. Et que quand il y a des images aussi bouleversantes que celle d'Odessa, c'est évident qu'il y a des gens qui jusqu'à présent étaient indifférents ou qui n'arrivaient pas vraiment à se faire une opinion, mais qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre en se disant mais quand même, c'est incroyable ce que dit la télé russe là. C'est vrai, les fascistes de Kiev qui mettent le feu à nos partisans et qui du coup vont devoir s'engager et prendre position. Donc c'est pour ça, encore une fois, votre question est tout à fait légitime et elle se pose d'autant plus pour des personnes qui ne connaissent pas du tout l'Ukraine et qui s'y retrouvent pour la première fois. Je peux avoir une réaction sur Odessa ? Pardon ? Je peux avoir une réaction sur Odessa, puisqu'on en parlait. J'essaie d'aller rapidement. Irina Farion, vous connaissez ? Non. Numéro 3 de Svoboda, députée très influente. Svoboda, bon. Mais excusez-moi, non, sa réaction sur Odessa est intéressante. Sa réaction est intéressante. Le 13 avril, elle cite, je cite donc une députée, « Pour ma part, j'agirai plus sévèrement contre les séparatistes. Je les fusillerai tout simplement, pardonnez-moi. Les créatures qui s'aventurent dans la voie du séparatisme ne méritent que la mort. » Le 2 mai au soir, comment elle réagit à Odessa. « Bravo Odessa, perle de l'esprit ukrainien, que les diables les brûlent en enfer. Les meilleurs insurgés sont les fans de football. Bravo. » Oui, non, attendez, c'est juste une députée. Du gouvernement, non, mais je voudrais vraiment dire là une chose très importante. Est-ce que Svoboda fixe la ligne du gouvernement de Kiev? La réponse est non, 1000 fois non. Est-ce que Kiev est un gouvernement? Un tiers des ministres. Un tiers des ministres, c'est pas rien. Ils n'ont aucun poste exécutif important dans la gestion de la crise. Ils ont les forces de sécurité. Aujourd'hui, et encore une fois, là aussi c'est un truc que très souvent on oublie. C'est-à-dire que pour moi, le fil conducteur de tout le traitement de l'Ukraine, en tout cas de mon traitement de l'Ukraine depuis janvier, c'est l'extrême faiblesse de l'État central. C'est que l'État ukrainien est aujourd'hui, depuis la chute de Yanukovych, dans un état est quasiment entre la vie et la mort. Il ne réussit pas à exercer ses fonctions fondamentales sur l'ensemble du territoire et même sur une partie du territoire qu'il est censé vraiment contrôler. Et ça, c'est évident. Ce que vous voyez, le drame d'Odessa, il est dû notamment à quoi? Il est dû à la nullité et voire à la corruption de la police locale aussi. C'est un facteur essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de verticale de l'autorité et du pouvoir dans des structures de force. Et quand vous voyez dans quel pétrin le gouvernement de Kiev a mis les militaires qu'ils ont envoyés dans l'Est, je les ai vus et c'était, franchement, j'en avais mal au cœur. Ces pauvres gars de 20 ans ou 25 ans qui se retrouvent à ne pas savoir quoi faire parce qu'ils n'ont aucun ordre clair, mais franchement, c'est pathétique. Donc, pour moi, c'est ça la ligne. C'est pas de savoir si Svoboda, s'il y a une ligne néo-nazie qui règne à Kiev. C'est que cet État est entre la vie et la mort. C'est ça le vrai point fondamental. C'est quand même une vision un tout petit peu antinomique de celle que développait Olivier Beurier, qui parlait d'État fasciste. Parce qu'il faut choisir. Soit c'est un État fasciste, soit c'est un État sans pouvoir et sans colonne vertébrale. Mais ça peut difficilement être les deux. Ben non, pas du tout. Pourquoi? Au début, l'État fasciste, évidemment, les gens ne le suivent pas. Qui a parlé du fait que... Non, mais attendez. C'est dur de ne pas suivre les directives d'un État fasciste. Bah, c'est compliqué. Non, dans un premier temps, vous ne suivez pas, dans un deuxième temps, vous employez la violence. Véronique Dorman voulait intervenir. Oui. Non, je vais poser une question à Olivier Beurier et ensuite Véronique Dorman. Juste un mot, qui a parlé du fait qu'en Crimée, 80% des militaires ukrainiens ont déserté? Quand Kiev leur a dit revenez, ils sont pas revenus, ils ont rejoint la Russie. C'est quand même pas négligeable de se dire tiens, 80% des militaires, ils n'ont pas voulu revenir avec le pouvoir de Kiev, ils ont préféré la Russie. Je dis ça, je dis rien, mais effectivement, on en a guère parlé. Deuxième réaction, vous me dites, c'est pas Svoboda qui fixe. Alors ça fait 2 fois que vous dites que Svoboda n'a pas des partis. Le jour du gouvernement, ils ont le ministre de la Défense et ils ont surtout André Paroubi, qui est le fondateur du parti Svoboda. Excusez-moi, oui ou non, monsieur? C'est quoi la fonction d'André Paroubi? Vous nous en parlez, s'il vous plaît? Paroubi, vous savez à quel parti il appartient, Paroubi? Maintenant, oui. Est-ce que vous savez à quel parti? Est-ce que vous pourriez nous dire à quel parti il appartient, Paroubi? Patrie. Quoi? Patrie. Ce parti, c'est qui?
Comment ça, c'est le parti de Tymoshenko Voilà. Ah bon, d'accord. Donc finalement, il est dans le parti de l'ancien Premier ministre Yulia Tymoshenko. Oui, ah bon. tout à fait. Mais il a bien fondé le parti Svoboda. Non, mais je vous parle aujourd'hui. Quelle est sa fonction? D'accord. Il est dans le parti de Tymoshenko. C'est hallucinant. C'est-à-dire que oui, monsieur, il est dans le parti de Tymoshenko. Il a changé de date en déperdu, là. Alors, Véronica Dorman. Je voulais intervenir il y a 5 minutes, donc je sais pas si c'est encore d'actualité, mais pour ce que disait Piotr par rapport à la manière dont des gens qui sont indécis ou indifférents peuvent tomber d'un côté ou d'un autre après un drame comme Odessa, c'est ce qu'il faut pas sous-estimer. Je sais pas si on s'en rend compte en regardant de France, justement du pouvoir de la télé russe qui a créé une narration, qui a créé une certaine réalité parallèle, qui a fini par influencer les événements. Et le fait que le contexte de paranoïa, de peur, de toutes ces rumeurs sont véhiculées aussi par les médias russes, et cette télé, elle n'est pas regardée qu'en Russie, donc elle n'assure pas que la supercote de popularité de Poutine, elle est regardée par les Ukrainiens russophones d'Ukraine, qui regardent ces chaînes russes, qui ne finissent par dire qu'il n'y a que la télé russe qui dit la vérité. Et donc, quand on a une télé qui cultive cette peur, qui explique justement que cette junte fasciste de Kiev envoie des escadrons de la mort pour organiser un génocide des russophones d'Ukraine, les habitants du coin, ça entretient cette peur. Et ça influence, et ça finit par influencer sur les événements. Et on retrouve tout ce que Piotr disait au début aussi sur cette guerre qui est une guerre sans balles et sans char. Vraiment, c'est une guerre de mots, c'est une guerre les émotions sont là, les sentiments sont là, la peur est là, la torture est là, la mort est là. Mais il n'y a pas d'armée. Et le mot génocide qu'évoquait Véronica à l'instant, il a été employé à propos d'Odessa, excusez du peu, par le président de l'Assemblée nationale russe, par Naryshkin, qui est président de la Douma. Excusez du peu, le génocide. Donc vous voyez à quel point on est dans l'excès. Je pense que tout le monde tombe à raccord pour dire qu'il y a des deux côtés, à Kiev comme à Moscou, une boursouflure du vocabulaire et des mots employés qui est typique de la propagande de guerre, même si, comme vous dites... La boursouflure n'est pas équivalente. Non, mais je ne renverrai pas dos à dos, si vous voulez. Ce que vient de dire Véronica est très important. C'est-à-dire que la puissance de la télévision russe... nous sortait une citation de cette députée de Svoboda qui expliquait que c'était très bien que des gens aient cramé dans l'incendie. Bon, donc il y en a des deux côtés. Voilà. Oui, mais on ne peut pas renvoyer dos à dos. Du point de vue de la puissance, si vous voulez, la puissance des canons médiatiques qui sont employés, c'est incomparable. Véronica ? On est d'accord que c'est une guerre médiatique de part et d'autre. Il faut donc ne pas renvoyer dos à dos pour plusieurs raisons, pour des raisons techniques simplement parce que je pense que la télé ukrainienne n'a pas les moyens de la télé russe. Je pense aussi que il y a une espèce de machine huilée de la propagande russe qui n'existe pas du côté ukrainien. Donc la télé ukrainienne, c'est pas pour l'excuser, je dis pas que toutes les propagandes se valent, mais il y a un côté erratique, mal fait, mal fichu, incompréhensible. Côté ukrainien, côté russe, c'est une machine de guerre en fait. La manière dont la télé russe fonctionne comme une arme réelle. Donc Poutine avait pour la Crimée les petits hommes verts et puis il avait ses journalistes. Il avait ses journalistes qui allaient sur le terrain et qui créaient les conditions nécessaires à l'annexion de la Crimée parmi les habitants, qui les préparaient et qui préparaient les Russes en même temps en Russie à accepter tout ça. Donc, on peut faire, il faudra le faire ensuite, par la suite, une étude du champ lexical distillé à la télévision russe. Les termes sont introduits petit à petit, puis ils sont répétés tous les quarts d'heure. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui étudiait exactement combien de fois par heure un cerveau devait entendre un certain nombre de termes pour ensuite accepter cette réalité comme vérité absolue. Quel terme, par exemple ? Alors le mot séparatisme a été introduit assez rapidement, donc au moment de la Crimée. Ensuite, séparatiste c'est devenu un gros mot, donc maintenant on parle des partisans de la fédéralisation, donc c'est plus des séparatistes parce que les séparatistes c'est un truc un peu violent. La junte, personne en Russie ne se souvient ce que veut dire junte réellement. Mais ça fait peur, c'est un mot qui est un peu historique, un peu ancien, un peu violent. Donc on appelle, en fait, à la télé russe, comme d'ailleurs à la Douma, le gouvernement de Kiev n'est plus que appelé junte fasciste. On dit pas, on les appelle plus par leur nom, on dit même plus, on dit junte fasciste. Voilà, et tout le monde comprend ce que c'est. Les opérations militaires des Ukrainiens sont exclusivement appelées comme des opérations punitives. C'est même pas antiterroriste, c'est opérations punitives contre la population civile d'Ukraine. Ça, c'est le vocabulaire de la télé russe. Voilà. Et Pravi Sector, je veux pas relancer le débat sur Pravi Sector, mais Pravi Sector est utilisé comme un mème, comme une espèce de formule. À chaque fois qu'il se passe un truc, c'est Pravi Sector. C'est les méchants, c'est l'épouvantail. Il y a pas un reportage quasiment qui vient d'Ukraine où Pravi Sector serait pas mentionné d'une manière ou d'une autre.
Vous avez parlé avec des journalistes russes sur ce qu'ils font. Est-ce que non, mais c'est vrai, est-ce qu'ils sont conscients d'inventer tout, ou est-ce qu'ils sont finalement très cyniques, ou est-ce qu'ils sont convaincus du bien fondé de ce qu'ils disent? Ce que vient de nous dire Véronica Dorman, c'est pas qu'ils inventent tout, c'est qu'il y a l'utilisation d'un vocabulaire systématique. Voilà. Mais effectivement, ils sont convaincus de ce qu'ils font. Vous avez des contacts avec vos confrères russes à Moscou et voilà. J'en ai pas énormément, mais c'est pas. En fait, ceux qui parlent, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très réticents à parler aussi de leur boulot. En général, c'est un travail comme un autre. C'est le seul boulot possible. J'ai pas parlé à ceux. Alors, je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas parlé à ceux qui fabriquaient les sujets d'Ukraine. Ceux-là, je les ai pas eus en direct. Donc ça, je peux pas vous dire comment ils considèrent le travail. Mais les journalistes, quand on demande aux journalistes russes comment ils font pour travailler dans ce double discours, ça fait longtemps que le discours est double. C'est pas l'Ukraine qui a inventé la propagande à la télé russe. Donc c'est des journalistes qui trouvent des excuses. Bon sujet d'enquête pour Libé, si je peux me permettre. Allez faire une enquête parmi vos confrères russes. Ça fera un beau papier. Oui. Ça fera un beau papier. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Véronica. Bien sûr que ça serait intéressant de voir cette influence de la propagande russe en Russie. Et moi, je vous assure que vraiment, ce qui m'intéresse en tant que Français, j'aimerais bien avoir une vraie enquête pareille sur la propagande française en France. C'est ce qu'on est en train de faire depuis une heure. Il n'y a que vous, Daniel Schneiderman, dans le paysage politique français. Non, mais d'accord, c'est pas beaucoup. Quand on emploie sans arrêt le mot pro-russe, je l'ai dit dès le début, combien de fois dans la presse on a employé le mot pro-russe? Ces gens-là ne veulent pas être rattachés à la Russie comme l'a été la Crimée. Comment le savez-vous? Attendez, la plupart des sondages sont dedans. Moi, j'en sais rien. Alors hier, vous allez dire c'est qu'un sondage. Un sondage montrait hier que 60% de ces gens-là ne veulent pas du tout être rattachés à la Russie. J'en sais rien. Est-ce que vous avez une impression? Est-ce que c'est ce qu'ils demandent? 70? Mais j'ai pas de souci, ils ne veulent pas ça. Mais de toute façon, c'est même pas ça. J'ai dit mais pourquoi on les fait pas voter? Pourquoi on ne revient pas à de la démocratie là-dedans? Alors là-dessus, c'est très simple. Il y a un petit bouquin tout bête qui s'appelle la Constitution. C'est-à-dire, c'est un truc, ça peut servir normalement dans un pays civilisé. Et la Constitution ukrainienne ne prévoit pas de référendums régionaux. Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc peut-être qu'il faut amender cette Constitution, peut-être qu'il faut la changer. Ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un scrutin dimanche 11 mai, il y a un scrutin dans la région administrative de Donetsk et dans la région administrative de Lugansk. Ces scrutins-là sont à l'évidence un coup de force qui est conduit par les séparatistes, les pro-russes, appelons-le comme on le souhaite, pour entériner leur prise des bâtiments et l'avantage qu'ils ont pris à cause de la faiblesse de l'État central. Et le problème, c'est qu'une fois que ce référendum aura lieu, c'est vrai, il sera très, très difficile de revenir en arrière. Ce n'est pas un référendum sur le rattachement à la Russie. Ce n'est pas un référendum sur le rattachement à la Russie. La question qui est posée, elle est volontairement vague et elle laisse différentes options ouvertes. La question qui est posée, c'est approuvez-vous la création d'une république populaire de Donetsk? Ce qui veut à la fois tout dire et rien. C'est-à-dire, derrière, cette république peut rester à l'intérieur de l'Ukraine ou pas. Mais de toute façon, l'objectif initial de la Russie, il est atteint. L'objectif initial de la Russie, c'était d'affaiblir à ce point l'État central ukrainien pour que son arrimage à l'Union européenne devienne une chimère et qu'il soit tellement affaibli qu'il ne dispose plus d'autorité sur l'Est du pays. Et quel que soit le devenir de cette région, cet objectif russe-là, il est atteint. Alors, réaction à la Constitution, merci, je la connais bien, en particulier son article 111 qui parle des cas de destitution du président. On est bien d'accord que ça n'a pas été respecté. On est bien d'accord qu'il n'y a pas eu les 3 quarts. La réponse à tout. Hein. Non, mais je pas, je vous demande. Non, mais c'est important, vous me citez la Constitution. Donc je vous demande, au niveau de la Constitution, est-ce qu'elle a été respectée pour le fait d'avoir démis l'ancien président légitimement élu, oui ou non? Non, mais c'est très simple. Le week-end en question que vous mentionnez de la fuite de Yanukovych, lors de ce week-end-là, il y a eu une sorte de coup de force parlementaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un coup de force parlementaire. On est tout à fait d'accord. Ce qu'on a écrit en long, large et travers, hein, par ailleurs. Bravo. Mais donc, à partir du moment, si vous voulez, on fout la Constitution, on se dit, on s'en fiche, il y a des coups d'État à Kiev, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des coups d'État dans le reste du pays qui disent, dans ce cas-là, si on ne respecte plus l'ordre constitutionnel, si on ne refait pas, dans ce cas-là, une Constitution tous ensemble, si on ne prévoit pas de voter, pourquoi pas, régionalement. Donc, d'accord. Si votre voisin agresse une petite vieille, vous allez aussi agresser une petite vieille, parce qu'après tout, s'il l'a fait, je peux le faire aussi. C'est ça la logique. C'est ça votre logique à vous? Non, c'est votre logique à vous, si je comprends bien. C'est-à-dire que si quelqu'un viole la Constitution, nous aussi on peut violer la Constitution. Ce qui est assez fabuleux, c'est qu'il y a des gens qui demandent à voter. Ok, je suis d'accord, le truc est pas bon, machin. Mais alors mettons-nous tous ensemble, on envoie l'OSCE, on fait des référendums oblast par oblast, et puis ils décident ce qu'ils veulent faire. Où est le problème? Vous savez que c'est une proposition de Kiev, du gouvernement central. C'est-à-dire que le gouvernement, ça fait des semaines et des semaines que le gouvernement à Kiev dit ok. Parce qu'ils savent pas comment arrêter cette crise. Le gouvernement est impuissant. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et bien trop tard, malheureusement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit organisons un référendum national sur la décentralisation du pays. Et j'emploie à dessein le mot décentralisation parce que ça ne recoupe pas la même réalité que la fédéralisation.
Alors, 2 mots rapidement, ok. Donc, c'est pas national qu'il faut le faire, c'est régional, parce qu'il faut que chaque région se décide. Sinon, il y a un vrai problème, puisque justement, ils prennent les armes. Donc, la proposition de Kiev, c'est évidemment de faire un référendum national où ils savent qu'ils vont gagner, parce qu'en effet, probablement, avec l'ouest du pays, ils n'accepteront pas cette chose-là, tout comme ils n'acceptent pas que le russe soit mis comme langue officielle. Il y a un peuple ukrainien ou pas? Est-ce qu'il y a un peuple ukrainien? Est-ce que ça existe, le peuple ukrainien? Je ne sais pas, monsieur. Ah, alors ça, c'est une révélation. Donc il n'y a pas de peuple ukrainien. C'est à l'Ukraine de décider. Il n'y a pas de peuple ukrainien. Non mais c'est bon, on peut plier les Gaules et on peut directement se découper en petites tranches l'Ukraine entre grandes puissances comme à l'ancienne, comme au 19e siècle. S'il n'y a pas de peuple ukrainien, si un peuple ne peut pas être maître de son destin, ne peut pas choisir ce qu'il veut devenir. On est d'accord, monsieur Topon-là, ils choisissent région par région, ils veulent aller. Mais non, c'est pas comme ça. C'est un peuple. On ne fait pas un référendum dans le Larzac, on ne fait pas un référendum dans le Limousin, on fait un référendum en France. Et le jour où la Corse prendra les armes pour pouvoir l'indépendance, je ne suis pas contre à ce qu'ils votent et qu'ils choisissent eux-mêmes. Ça, c'est l'article 1 de la Charte des Nations Unies. Chaque peuple, justement, se décide, et c'est ce que vous refusez à la Crimée, ce qui a déclenché cette. Non, moi, personnellement, je ne refuse rien à personne. Je dis juste que s'il y a un peuple, si on part du principe. Mais c'est à l'Ukraine de décider. Qu'est-ce que j'en sais? C'est au peuple ukrainien de décider. Ah bah donc il y a un peuple ukrainien finalement. Non, mais il faut savoir. Alors, monsieur, on va se calmer tout de suite. Je vous renvoie très tranquillement à Ernest Renan et dans sa conférence de 1882 qui dit qu'une nation, ça naît, ça vit et ça meurt, et qu'une nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Donc, si vous voulez que l'Ukraine reste unie, et je trouve que ce serait bien, il faut peut-être que les choses se calment, il faut peut-être que l'armée ne tire plus sur les personnes à l'Est, il faut peut-être qu'on ait un gouvernement élu à Kiev, ce qui n'est pas le cas, il faut peut-être qu'on ait moins de fascistes là-bas. J'aimerais juste te dire un truc, Daniel Schneiderman, excusez-moi d'insister, mais si on a quand même 2 secondes, tout à l'heure, vous m'avez dit que c'est pas Svoboda qui fait la politique du gouvernement, oublions Svoboda. Le deuxième parti du gouvernement, qui a d'ailleurs le poste de Premier ministre, c'est Patrie. On est d'accord, c'est le parti de Timoshenko. Une des députées de Patrie, vous la connaissez, vous l'avez interviewée, c'est Lesia Orobets. Elle n'est plus dans le parti. Elle a quitté le parti, je vous en informe, il y a 1 mois et demi. D'accord, il y a 1 mois et demi, elle était donc dans le parti, donc elle ne va pas avoir une proximité intellectuelle trop différente de ce parti-là. Qu'est-ce qu'elle a dit sur Odessa? Les habitants d'Odessa, malgré la trahison de certains policiers, ont défendu leur ville et prouvé à tout le monde qu'Odessa, c'est l'Ukraine. Au prix de la vie des patriotes, ce fut une victoire spectaculaire. Daniel, s'il vous plaît, juste. C'est pas la peine d'aligner les citations qui disent tous la même chose. On a compris ce que vous vouliez dire, c'est qu'il y a des extrémistes à Kiev. Les colonies de Dorifort ont été liquidées. Attendez, c'est quand même plusieurs députés de la Rada. Moi, je me demande dans ce pays qui sont ces députés. On est d'accord, on vous a entendu. Je vous dis simplement que l'empilement de. Qu'est-ce que c'est que cette. Là, vous me terrassez avec une photo. C'est Lesia Orobets. Son anniversaire, le soir du 2 mai, elle publie cette jolie photo où elle dit « C'était moi à 16 ans, c'est moi aujourd'hui. Les temps changent, les principes restent immuables. » Le soir où il y a 50 pro-russes qui meurent, cette dame est députée, non pas de Svoboda, mais donc en tout cas jusqu'à il y a 1 mois et demi, du parti. C'est un mensonge. Quoi, c'est un mensonge? C'est sa page Facebook, monsieur, je suis allé prendre sa page Facebook. Oui, mais vous regardez sa page Facebook. Elle a tweeté avant, enfin, c'est pas grave, c'est toujours son anniversaire. C'est vrai que... En quoi c'est un mensonge? Non, mais parce que c'est vrai que c'est un tweet réel qu'elle a, mais elle l'a tweeté bien avant. Le soir du 2 mai. Non, c'est le soir du 2 mai. Putain, je suis allé le chercher la semaine dernière. Donc moi, je veux bien que vous me traitez de menteur, mais il y a 2 minutes, je vais finir par m'énerver quand même. Personne ne s'énerve ici. Je veux dire, ça avait peut-être été mis en ligne avant. Oui, ça a été mis en ligne. C'est le genre de photos qu'on voit. Donc effectivement, ce genre de truc, ça ne contribue pas à la concorde et à la paix civile de brûler les pro-russes. On a abordé énormément de sujets. Je crois qu'on a bien vu ce qui vous séparait, en quoi vos positions étaient différentes. Je peux vous poser une question personnelle. On vous a reçu plusieurs fois dans cette émission en tant qu'économiste, spécialiste des monnaies, des fluctuations monétaires, etc. D'où cette passion pour l'Ukraine est récente. Très récente. Et comment est-elle née? Bien, elle est née de l'observation d'abord économique, parce que ce qui se passe à la base là-dedans, et qui a été peu relayé, je trouve, c'est le rôle de l'économie là-dedans, puisque tout 2013, en tout cas aux racines de la problématique et du déclenchement des émeutes de Kiev, c'est la problématique de finalement l'Ukraine, quel camp doit-elle choisir? Et donc le président Yanukovych, depuis 3-4 ans, négocié avec l'Union européenne, mais d'accord? Parce qu'on dit qu'il était pro-russe, le mec. Enfin, en tout cas, il a justement fait un renversement d'alliance par rapport à la Russie pour aller justement négocier avec l'Union européenne un accord d'association qui est devenu un accord de libre-échange. Il faut savoir que l'Ukraine a déjà un accord de libre-échange avec la CEI. Donc, pendant ces négociations, évidemment, il allait avoir à la fin un problème, puisque l'Ukraine ne peut pas avoir un accord de libre-échange à la fois avec l'Union européenne et à la fois avec la Russie, en gros. En tout cas, parce que sinon, évidemment, les marchandises vont transiter dans les 2 pays. Et donc, l'Union européenne a fait pression plusieurs fois sur l'Ukraine. Et j'ai vu monter cette pression. J'ai vu des propos hallucinants de Barroso et de Van Rompuy sur l'Ukraine. Clairement, l'Union européenne a dit à l'Ukraine, non, vous choisissez votre camp.
Vous choisissez votre camp. Vous ne pouvez pas être à la fois avec nous et avec la Russie. Or, l'Ukraine est un pays divisé en deux. Ça se voit très bien sur plein de cartes. J'ai sorti. Donc, si je comprends bien, c'est un certain maximalisme européen, en tout cas des institutions européennes, qui vous a déterminé à vous intéresser au sujet. Mais j'étais très inquiet, parce que je veux dire, à un moment donné, l'Union européenne a dit en gros, moi je négocie avec l'Ukraine, j'en ai rien à foutre de la Russie. C'était le message, très clairement. Comment ça, non, c'est faux. C'est faux. Non, mais juste. Alors, allez-y, donnez-nous votre version. Non, c'est très bien, ça m'intéresse. Non, c'est pas ma version. D'accord, c'est la vérité. Il n'y a pas eu de renversement. Il y a eu une stratégie que Yanukovych a utilisée depuis son élection en 2010, et selon une expression que j'aime bien, qui est une expression russe, il a essayé de traire deux vaches en même temps. C'est vrai. Il a essayé en permanence de faire ça, et d'ailleurs, enfin, je veux dire, ça n'a surpris personne, c'est-à-dire qu'il a essayé d'obtenir un maximum de Bruxelles et un maximum de Moscou. Et il a fait ça en permanence. Ristourne sur le gaz d'un côté, chez les Russes, et on se rapproche de Bruxelles, on essaie d'obtenir des crédits parce que l'État ukrainien est fauché. Donc il a fait ça en permanence, il n'y a pas eu de renversement stratégique, c'est pas vrai, il a bluffé jusqu'au dernier moment. Il a voulu faire monter les enchères un maximum pour signer un accord d'association avec l'UE. Et au dernier moment, il a tourné les talons et il est allé à Moscou et il a conclu un accord avec Poutine le 13 décembre, au moment où Maïdan avait déjà commencé depuis plusieurs semaines. Et en quoi c'est pas bien ? Le président élu a choisi finalement de faire un accord avec la Russie. Est-ce que vous m'avez entendu dire que c'était pas bien ? Non, d'accord, parce qu'après Maïdan a fait le contraire. C'est vous qui dites que vous avez été ému, que soudain vous avez découvert l'Ukraine, vous vous êtes emparé de ce sujet-là, parce que il y avait des pressions absolument insoutenables de l'Union européenne sur Kiev. Honnêtement, moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est plutôt que, comme d'habitude, les Européens étaient un ordre dispersé, qu'ils n'avaient pas vraiment de ligne. Ce qui ne les empêchait pas éventuellement d'exercer des pressions. Non, mais ils voulaient qu'Yanukovych, pardonnez-moi l'expression vraiment, parce que après, on est un peu fatigué après cette heure de discussion, mais qu'il arrête de jouer au con. C'est-à-dire qu'il dise clairement ce qu'il veut pour son pays. C'est ça surtout. C'est pas les pressions, c'est que quand vous avez un interlocuteur responsable, un président en face de vous, il y a un moment où vous aimeriez qu'il arrête de jouer au poker et qu'il dise oui ou non. Qu'est-ce que vous voulez ? Or lui, jusqu'au dernier moment, s'y était refusé. D'accord. Au dernier moment, il a dit non. Évidemment, au dernier moment, il a dit non. D'accord. Et donc à ce moment-là, l'Europe s'est comme fâchée. Il y a eu Maïdan. Est-ce que Maïdan, au début... C'est génial. L'Europe s'est fâchée, il y a eu Maïdan. Vous avez bien compris ce que ça signifie comme phrase. L'Europe s'est fâchée, il y a eu Maïdan. C'est que Maïdan était téléguidé de Bruxelles. Non, ce sont les téléguidé. Non, monsieur, c'est pas dit que c'était téléguidé. L'Europe s'est fâchée, il y a eu Maïdan. Excusez-moi, alors l'Europe s'est fâchée. Ce que vous dites. Point. Donc Maïdan est le produit de l'indignation occidentale. En gros, c'est le message que vous venez de nous adresser. Est-ce que c'est ce que vous pensez ? Mais attendez, que c'est téléguidé, non, mais on est bien d'accord que le soir, c'est bien Maïdan commence bien, il faut voir, j'ai rêvé, des gens qui protestent parce Est-ce que vous pensez que Maïdan est le produit des pressions de Bruxelles ? Non, mais enfin, ils ne sont pas complètement innocents derrière. Il y a des pressions. Qui n'est pas totalement D'accord, vous avez parlé de Poroshenko tout à l'heure. Poroshenko, 60 minutes. Répondez à la question de Daniel, s'il vous plaît. Oui, alors, pardon. Merci, c'est gentil. Ok, d'accord. Donc évidemment qu'il y a des pressions de l'Union européenne et un jeu des États-Unis là-dedans. Victoria Nuland a très bien dit que les États-Unis ont dépensé en 20 ans 5 milliards d'euros. Secrétaire d'État adjointe américaine. La ministre américaine a dit que les États-Unis avaient dépensé 5 milliards pour amener la démocratie en Ukraine. Les leaks qu'on a eus de cette dame-là qui est en train de composer le gouvernement, les fuites, pardon, en effet, on fatigue. Les fuites qui ont bien montré que les États-Unis, évidemment, ont joué un rôle là-dedans. Vous avez parlé de M. Poroshenko tout à l'heure. Sur 60 minutes aux États-Unis, il a dit « Oui, j'ai financé Maïdan en partie, j'étais pas le seul ». Mais enfin, évidemment, et je vais même vous faire une révélation inouïe, mais Poroshenko n'était pas le seul. Ouais. Il y a eu d'autres hommes d'affaires ukrainiens très importants qui ont mis de l'argent pour acheminer des médicaments sur Maïdan, pour fournir un certain nombre de matériel, genre Sonou, etc. Mais, et alors, vous, ce que vous avez, il y a quelques instants, excusez-moi, le signe d'égalité, il y a quelques instants que vous avez... Non, je n'ai pas mis le signe d'égalité, monsieur, arrêtez. Enfin, j'ai mis un point, c'est bon, on va arrêter. Non, mais bon, le Monde l'a écrit. Comment ? Le Monde l'a écrit que Maïdan avait été financé par un certain nombre de... Alors là aussi, les archives font foi. J'ai dans le journal du lundi, c'est-à-dire après ce week-end où il y a eu le départ de Yanukovych, etc., dans le journal du lundi ou de mardi, je ne veux pas dire de bêtises, je fais un long papier après une rencontre avec Viktor Pinchuk, qui est un des plus grands oligarques ukrainiens. Je suis allé le voir chez lui, dans la région de Kiev. Et lui-même reconnaît très ouvertement par exemple, qu'il a apporté son soutien aux gens de Maïdan. Donc évidemment, on l'a écrit de façon... Et Pinchuk est considéré vraiment comme un des oligarques pour le coup, les plus pro-occidentaux et plus pro-européens qui soient. Donc là encore, zéro tabou. D'accord, donc zéro tabou. Donc, ok. Alors, donc, je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais donc vous nous confirmez bien qu'il y a les oligarques les plus pro-occidentaux qui financent le mouvement Maïdan, où les gens, par la force, virent le président élu, qui avait été élu en bonne partie sur l'est du pays. Qu'est-ce qu'il faut dans ce que j'ai dit ? Et que le Monde l'a écrit pour en revenir un peu aux médias qui sont notre sujet dominant. Comme vous l'avez écrit, tous les spectateurs l'ont entendu et tous se disent oui, j'ai bien dans la tête que ce truc-là, il y a un coup d'État financé.
pensez. Je ne suis pas le porte-parole Je si vous voulez, de la sais presse bien, française. Je représente un journal Mais- et je me porte garant de sa couverture. Donc sur l'Ukraine, c'est tout. Mais encore une fois, pour revenir, je ne m'accroche pas aux mots. C'est simplement que vous avez fait un... Peut-être que vous regrettez le raccourci, mais ce que vous avez dit, c'est Bruxelles s'est fâché. Point. Il y a eu Maïdan. Bon, allez, on va pas épiloguer sur la présence d'un point ou d'un point-virgule. Je crois qu'on a bien compris. Vous savez... Non, mais ça a été amplement développé. et les points sont importants. Les points et les virgules ne sont pas des nuances. Vous voyez, les points et les virgules peuvent être déterminants dans des phrases. Dans les traités de paix. Et donc Poroshenko est le prochain président, hein. A priori, c'est parti comme c'est parti. Non, mais qu'on soit bien clair en fait de ce qui se passe. Merci à tous deux de ce débat passionné mais respectueux. Merci Véronica Dorman d'avoir été si patiente de Moscou. À la semaine prochaine.